du milieu ni quoi que ce soit. Je sais pas par quoi commencer, comment faire. Enfin, c'était vraiment brouillon. Autant que je sais monter un restaurant ou quoi que ce soit, autant que là, c'est un chemin qui est totalement différent. Et c'est notre rencontre qui a fait que c'est devenu possible, parce que Jennifer est vraiment calée là-dessus, sur tout le côté, quand même, sur le côté réseau, numérique, tout ça. Donc du coup, bon, on est très complémentaires là-dessus. Oui, 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 voilà, après oui, voilà, il y a eu le déclic, on a décidé qu'on le faisait, puisque voilà, pendant le Covid, je me suis rendu compte, bah, comme tout le monde, bon, bah, là, je commence à tousser, si je suis vraiment malade, qu'est-ce qui se passe? J'appelle les pompiers, je pars de chez moi, je claque la porte et puis je reviens jamais. Enfin, qu'est-ce qui se passe pour mon chat, tout ça? Enfin, là, on se rend vraiment compte et c'est là qu'on se dit, bon, ok, là, je l'ai appelé, je lui ai dit, on y va, on le fait. Après, comment on fait? Effectivement, on connaît rien à ce milieu-là, comment on démarre? Alors, on s'est entouré au début de professionnels pour faire le site et de quelqu'un pour la mise en place de la stratégie, c'est-à-dire au départ, on avait écrit donc nous-mêmes nos textes et en relisant le site qu'on avait fait, on s'est dit mais c'est pas c'est pas comment dire c'est plat, ça donne pas envie, on n'arrivait pas à faire ressortir l'idée qu'on avait au fond qui était vraiment de célébrer la vie, quelque chose justement de joyeux. C'est un outil qu'on donne ben oui, au vivant pour se rassurer et pour les gens après aussi. On n'arrivait pas à faire ressortir ça. Donc, on a travaillé avec quelqu'un qui nous a aidé un petit peu sur la stratégie marketing pour le lancement, qui nous a très, très bien aidé même. Et ensuite, ben maintenant, on est tout seul là-dedans. Donc, ben, j'essaie de faire ce que je peux. Donc, je fais une petite formation à côté aussi pour les réseaux sociaux. Donc, voilà, on fait notre communication tout seul via les réseaux. Et puis, ben, là, on essaye aussi, on a eu votre contact, voilà, on essaye de démarcher un peu partout, d'essayer d'avoir une visibilité parce que on a remarqué que le concept plaisait beaucoup, mais en fait, ça peut peut-être faire un petit peu peur aux gens dans le sens où, ok, mais on les connaît pas. Ils existent depuis quand, cette société? Donc, je pense qu'il nous faut aussi cette visibilité pour rassurer, en fait, une notoriété, pour rassurer les gens là-dessus. Le concept, je Ah, pense, est ok. Et ouais, marketer d'une manière drôle, avec humour, sans trop non plus le prendre à la légère. Voilà, j'essaye de faire un quelque chose qui branding la sans vraiment tomber dans le mélodramatique au ouais, final, devoir vraiment de le propulser comme quelque chose de très positif au final. Oui, oui, c'est ça. puis c'est le site, enfin le site et l'appli, ça fait 4 ans qu'on est dessus. Après, comme tout lancement, on est tombé sur un premier développeur qui a eu du mal un petit peu à nous sortir tout ça. Donc après, on a enchaîné, mais on est resté quand même ouais, sur 3 bonnes années là maintenant à le sortir. Et bon, ben, voilà, là On maintenant existe c'est depuis avril, donc ouais, là, voilà, c'est en ligne depuis avril. voilà. Ouais. Ça fait son petit chemin, mais c'est du boulot, ouais, effectivement. Quand on n'est pas du milieu, c'est du boulot. Je pense que vous serez pas les seuls et aujourd'hui et dans les prochains jours à quand même évoquer la difficulté. Moi, je pense, enfin, pour le coup, dans le funéraire, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui n'a pas, enfin, qui reste très compliqué, plus compliqué que d'autres secteurs, c'est le marketing, c'est super chaud, quoi. Je pense que, enfin, aujourd'hui, moi, j'ai pivoté de projet pas parce que j'avais pas d'engagement des gens, mais parce qu'en fait, trouver sa place entre, je pense, Delphine, tu pourras en parler, parce que tu l'as bien vécu aussi, mais trouver sa place entre l'idée, les valeurs, l'éthique. De toute façon, tous les métiers de service, je vais mettre on va dire, je vais mettre le secteur funéraire globalement dedans. Je pense qu'il y a toujours un peu cette espèce d'équilibre où on dit oui, enfin, en fait, on n'est pas là. Enfin, comment dire? Et moi, je dis souvent aux gens, si j'en avais rien à foutre, je vendrais des gadgets, tu vois, je vendrais des gadgets qui font du mal à la planète, qui servent à personne et que des riches peuvent se payer. Puis je ferais mon chiffre d'affaires comme ça. Et je suis à peu près sûr que si je me chauffais et que je faisais ça pendant un an, je ferais de l'argent à titre personnel et que je pourrais payer mon loyer tous les mois et tout et tout. Sauf qu'en fait, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça qu'on veut faire autour de cette table. Et je pense probablement qu'il y a personne qui passera sur le micro des semaines de la Destec qui sera dans cette logique-là. Mais du coup, bah en fait, je sais pas, il y a un peu, je sais pas si vous avez vécu ça, ce moment où tu balances entre ah ouais, mais en fait, il y a des valeurs derrière ce que je fais. Et donc c'est presque un peu, tu vois, en fait, le premier tabou c'est le funéraire, puis une fois que tu es dans le funéraire, le tabou c'est de faire du fric avec. Et quand je dis faire du fric, je parle pas de devenir riche à millions en exploitant les gens. Je parle juste de tirer un salaire.
Je parle juste de payer ton organisation, de t'assurer que tu sois pas à perte et tout et tout. Et d'ailleurs, je sais pas, vous, enfin, est-ce que vous avez gardé une activité en parallèle ou pas? Parce qu'en fait, pour moi, le premier challenge du marketing, c'est que, enfin, qu'en fait, quel challenge de l'entrepreneuriat, mais que je trouve particulièrement dur dans le funéraire ou dans la santé, c'est vraiment de se dire, bah, quel prix je donne à une prestation que je veux être valeureuse pour l'humanité, tu vois, pour peut-être déployer des concepts un petit peu grandiloquents. Ouais, Delphine. Ah oui, j'ai la main sur l'activation de mon micro. Enfin, je pensais que c'était toi qui faisais le lien. Je lève la main bêtement. Alors, je pense que, enfin, moi, au départ, ce qui m'a porté et ce qui a fait que j'ai pas lâché, ça a été ma passion. Je pense que quand on lance une entreprise, il y a des difficultés. C'est pas que facile. Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres et d'autres plus difficiles que les autres. Si tu n'es pas passionné, convaincu par ce que tu fais, en tout cas moi, je pense que j'aurais lâché. J'aurais lâché le fait d'être indépendante. Je lance toute seule en plus en 2020. Alors, j'ai eu tout de suite conscience d'une chose et qui, à mon avis, il ne faut pas perdre de vue, c'est que le milieu funéraire n'a pas besoin de nous. Le milieu funéraire travaille très bien sans nous. Et ils font tout ce qu'il faut pour faire leur boulot. Et ils le font très bien. Et à aucun moment, je me suis dit qu'ils avaient besoin de moi. Et qu'à tout prix, il fallait que je leur présente mon produit et que j'allais révolutionner quoi que ce soit. Je crois qu'il faut garder en tête qu'il faut beaucoup d'humilité. Et en effet, vous parliez des valeurs. Moi, je me souviens que les premiers temps, alors je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait un premier salon du funéraire à Toulouse la première année, donc c'était 2021. Et voilà, j'ai pris connaissance avec le milieu. J'ai d'abord voulu, et je crois que c'est toujours le cas, j'ai d'abord voulu faire connaître Histoire de vie à travers ses valeurs. Alors, évidemment à travers le produit, mais d'abord à travers les valeurs. Et jamais j'ai regardé les tableaux de bord que la CCI m'avait fait faire parce qu'il faut faire ça dans une étude de marché. Je m'en foutais en fait des tableaux de bord. Moi, ce que je voulais, c'est que, comme je l'ai exposé tout à l'heure dans la présentation, c'était apporter une réponse à un besoin qui existe, mais qui n'était pas identifié et qui met encore du temps à être identifié. Aujourd'hui, Histoire de vie a un certain nombre de biographies en place, en B2B et en B2C, puisque j'ai ces deux portes d'entrée pour vendre mon produit. Et justement, tout à l'heure, Lucille, tu parlais de comment on fixe son tarif. Par exemple, c'est une question. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, je ne me dégage pas de salaire d'Histoire de vie. J'ai à côté mon activité de thérapeute. Et d'ailleurs, je suis thérapeute du deuil, et ça, c'est important aussi à préciser dans mon activité Histoire de vie. Mais j'ai voulu absolument, et d'ailleurs, la CCI, la personne qui m'a accompagnée, Géraldine, un jour me dit, mais Delphine, à un moment donné, il va peut-être falloir penser à en vivre de votre activité si vous voulez être entrepreneur. Mais mon cap, ça a toujours été d'apporter une réponse à un besoin. Et que ce besoin, en fait, il est dans l'humain, dans chaque être humain. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon produit doit être accessible à tout le monde et à tout porte-monnaie. Donc, j'ai fixé mes tarifs en fonction du coût de revient de mon produit et en valorisant effectivement à un prix minimum pour que ce ne soit pas non plus du low cost, parce qu'on sait très bien que la valeur de quelque chose passe aussi par son prix, ça c'est les prix psychologiques, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai voulu que ce soit accessible. Comment est-ce que j'ai lancé et comment j'ai fait connaître Histoire de vie? Alors d'abord ma passion, ensuite je suis convaincue que pour être entrepreneur, il ne faut pas être bon partout, mais il faut savoir bien s'entourer. Donc moi aussi, comme vous Jennifer et Fred, j'ai d'abord été accompagnée par la CCI, mais j'ai fait appel à une agence de com extraordinaire avec laquelle je travaille toujours, qui a développé mon site internet, mais c'est aussi mes mentors en tout ce qui concerne stratégie digitale, commerciale, etc.
Et puis, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu très rapidement des articles de presse. Donc, articles de presse écrites. Je suis ensuite passée à la télévision sur M6, mais pas dans la même émission que toi, Lilian. C'était pas une émission d'ailleurs, c'était un JT de 19h45. Et tout ça, en fait, le premier article de presse écrite que j'ai eu, c'était en local ici en Haute-Savoie, et j'ai fait la démarche d'appeler les Dauphinés libérés. Donc, j'ai eu un premier article. Mais ensuite, la chance que j'ai eue, c'est que les journalistes sont venus me chercher. Et il y a une bascule qui se fait entre le moment où vous allez chercher à la fois à être connu, entre guillemets, à faire connaître la valeur de votre produit, la réponse à un besoin, etc., mais aussi des partenaires qui vont revendre votre produit. Au départ, vous allez les chercher, et quand vous voyez que c'est eux qui viennent vous chercher, là, vous avez compris qu'en fait, vous êtes installé et que vous avez votre place et que le job de la communication et ça passe aussi par les réseaux. Moi, je me suis fait violence parce que LinkedIn, je connaissais pas, alors qu'aujourd'hui, LinkedIn, pour moi, c'est incontournable. C'est vraiment là que je communique le plus. Instagram, j'en ai eu des angoisses parce que je me disais, je connais pas les codes de ce truc, mais il faut que j'y sois. Voilà. Donc, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut savoir communiquer de la bonne manière. Il faut communiquer. Aujourd'hui, c'est incontournable. On ne peut pas faire du porte-à-porte. J'ai essayé. Je suis allée. Mon fils passait le bac l'année dernière et donc je l'attendais pendant ses épreuves. Du coup, je me suis dit, je vais faire un petit tour des agences de pompes funèbres qu'il y a dans le coin. Alors, c'est hyper chronophage. Et puis, de toute façon, en agence, c'est pas les conseillers funéraires qui prennent les décisions à ce niveau-là. Donc voilà, c'était pour répondre un petit peu à la question, mais à un moment donné, il y a une prise de risque quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut aussi, enfin, c'est ma façon c'est comme ça que j'ai fait, et je pense que c'est presque un conseil que je donnerais, c'est que effectivement, c'est le milieu du funéraire, c'est un milieu qui est codé, que parfois les gens considèrent comme fermé, mais à la fois pas du tout. Enfin, moi, je ne fais que des belles rencontres, mais je crois qu'il faut quand même apprendre du funéraire plutôt que de vouloir le révolutionner, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que encore une fois, ils n'ont pas besoin de nous pour fonctionner. Des décès, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Par contre, là où je vois, moi, comment dire, pas l'évolution, mais l'adaptation, je dirais, du milieu, c'est que ils sont à peu près tous, et là, je ne différencie pas les indépendants des groupes, même si, effectivement, il y a quelques différences, mais ils ont tous quand même compris que il y a le numérique là qui est arrivé. Alors 2020, le Covid a accéléré un peu tout ça, mais qu'il y a des outils qui existent aujourd'hui qui vont leur permettre d'accompagner les familles et d'apporter un peu plus de personnalisation dans cet accompagnement. Et là, moi, je peux vous le dire, en ayant des partenaires à la fois des indépendants et des groupes, ils tendent quand même tous à la personnalisation. Ils ont accepté, compris, je sais pas quel est le terme le plus adapté, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont presque, je dis qu'ils n'ont pas besoin de nous, mais en fait, ils sont arrivés à un moment où ils ont presque besoin de nous pour apporter de l'innovation qui met du sens dans la séparation entre ceux qui restent et ceux qui partent. Super intéressant. Merci Delphine pour ces explications. Merci à tous d'ailleurs. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Moi, j'ai une dernière question à vous poser par rapport à tout ce que vous avez dit, etc. Vous avez des parcours qui sont assez différents, mais qui sont super intéressants, et vos points de vue aussi. Comment vous gérez, si je puis dire, les familles en fait qui arrivent et qui font appel à vous pour avoir ces produits, ces services par rapport à vos différentes visibilités marketing, aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux. Donc les gens qui vous trouvent et qui viennent vous voir pour en fait faire appel à vous et à vos différents produits pour cette optique du souvenir, etc. Comment vous avez géré éventuellement ce flux quand il y a eu de la publicité, les retours qu'il y a pu avoir, les gens qui sont vraiment
et qu'il y avait cette optique un peu de personnalisation, parce que même s'il y a quand même un socle commun par rapport à cette vue sur la mort, du deuil, etc., comment est-ce que vous les avez accueillis et comment vous êtes, entre guillemets, adaptés selon vos différentes personnalités et vos différents vécus? Lilian, si tu veux commencer, parce que toi, avec Requiem Code, il y a quand même eu beaucoup de publicité. Comment est-ce que tu as géré tout ça, en fait? Ouais, bah en fait, il y a comment gérer. J'ai envie de te répondre et j'ai envie de vous donner quelques éléments à la fois sur le plan entrepreneurial, entreprise, etc., etc., et à la fois sur le plan psychologique. Il faut voir que moi, quand j'ai déployé ce produit-là, pour le coup, j'avais pas un passif de plusieurs années à m'intéresser au funéraire. C'est quand même allé assez vite. Je suis un peu impulsif comme garçon, si tu veux. Je dis, j'ai envie de faire ça, j'y vais. Bam, en 3 mois, c'était plié. Et j'avais commencé à déployer mon prototype, à en parler et tout et tout. Et en fait, ma vraie entrée dans le funéraire, c'est-à-dire les discussions longues avec les acteurs, être au contact des familles, me former. J'ai ma formation théorique de conseiller funéraire, par exemple, etc. En fait, ça, je l'ai fait dans un second temps avec Life. Donc, en fait, j'étais un peu... j'ai pas eu énormément d'échanges. Et en fait, mon premier contact, et c'était assez violent, mais nécessaire pour moi, a été avec mes premiers clients. C'est-à-dire mon premier contact vraiment avec une vision un peu plus claire de la mortalité a été à ce moment-là. Enfin, pas une vision plus claire de la mortalité, mais être confronté à la douleur de l'autre. Je pense qu'en réalité, je m'y attendais pas. Je manquais sans doute de maturité lors du tout lancement du produit parce que j'étais allé vite, parce que j'avais pas pris le temps d'aller discuter avec les gens, etc. J'avais ma vision personnelle et alors ça, c'est pas... Enfin, moi, je considère pas que ce soit gênant. Je peux faire un produit qui parle à mes visions personnelles et qui parlera aux gens qui ont la même vision que moi. C'est pas grave si... Je suis pas obligé d'embrayer tout le monde, tu vois, dans le truc. Je pense que je cherche pas personnellement à avoir des projets qui satisfassent tout le monde. Si quelqu'un n'est pas satisfait, je ne cherche pas à l'embêter avec ce que je fais. Néanmoins, juste, je reviens sur quelque chose qu'avait dit Jennifer avant et qui du coup va faire écho là. En fait, au moment où je montre Requiem Code, il faut voir que j'arrive à un point assez critique psychologiquement vis-à-vis de la mortalité. C'est-à-dire que j'atteins un stade où je commence... Enfin, je pense que ça va être mes 26... J'avais 26 ans, un truc comme ça. Et la mort a toujours été un sujet très important pour moi. Mais je commençais vraiment à le prendre dans la tronche. Genre, je faisais des crises de panique. Genre, j'allais au Super U et j'étais en plein dans un rayon. Et je disais, mais je vais crever en fait, à un moment donné. Et ça me terrassait. Enfin, je donne l'anecdote parce que ça m'est vraiment arrivé de faire une crise de panique au milieu d'un Super U, de devoir m'arrêter sur mon caddie et d'essayer de me dire comment j'existe, tu vois, comment j'existe dans un monde où tout va s'arrêter pour moi, parce que je suis athée, donc j'ai pas trop de salvation après, quoi, donc vraiment je suis en mode il n'y a rien. Et c'est vrai que j'avais besoin d'apprivoiser le truc. J'avais besoin d'apprivoiser. En fait, à la base, c'est vrai que je pense que mes premières envies étaient aussi très personnelles. J'avais besoin d'apprivoiser cette mortalité-là. Et un peu comme le disait Jennifer. On dit Jennifer ou Jennifer? Que je prononce bien quand même, parce qu'il y a un Y et tout. Comme je veux. Ok, ça marche. Jenny, from the Je block. reviens sur le micro. Jennifer, c'est mieux, mais tu fais comme tu veux. Ok, d'accord, Jennifer. Ça marche. Donc effectivement, ce que tu disais, un peu de réapprivoiser le truc. Et c'est vrai que ça partait d'une démarche très personnelle, que je voulais universelle, et que je veux toujours universelle, mais c'est vrai que ça partait quand même d'une démarche très personnelle. Et la première gigantesque claque que j'ai pris dans la gueule, c'est quand les premières personnes, littéralement, je pense une personne sur 2 qui m'a contacté pour Requiem Code, un client sur 2 de Requiem Code, c'était des mères ou des pères qui avaient perdu leur gosse. Et je pense que dans les échanges que j'ai eus avec ces gens, qui étaient pas des gens sur des deuils récents, donc j'ai pas vécu comme je le ferai plus tard en tant que conseiller funéraire ou dans l'organisation de j'étais pas sur des situations récentes, mais j'étais quand même confronté à ce rapport là finalement, et qui était je pense que j'avais pas du tout la maturité à l'époque de comprendre que il n'y a pas de deuil facile. Pas forcément, il n'y a pas de deuil facile, on est d'accord, mais dans l'inconscient collectif, la mort du grand-père ou de la grand-mère a une autre texture, une autre saveur, une autre puissance, dépend des gens, que certaines autres morts. Et en fait, je pense que je n'étais pas prêt à cette mort-là. Donc mon premier rapport a été que je me suis retrouvé tributaire de beaucoup d'espoir de la part des gens sur le fait que ce que j'avais créé allait pouvoir leur apporter quelque chose. Et mon premier réflexe, mais alors ça c'est un truc d'entrepreneur, je pense que tout le monde l'a vécu, c'était de me demander si j'en étais digne. Est-ce que moi, mon idée technique, finalement, est-ce que mon idée technique qui était nourrie d'une vision personnelle était digne de ces gens qui avaient envie de faire perdurer des choses? Donc, un mélange d'un peu de fascination et d'envie. Et alors, je ne sais plus trop le scope de ta question initiale, Lucille.
Désolé, je suis parti. Mais en fait, enfin, ce dont je me souviens aujourd'hui, qu'on est quelques années quand même après cette phase-là de Requiem Code, avant qu'on change de projet, qu'on fasse perdurer la flamme funéraire sur autre chose. Ce dont je me souviens, en fait, c'est pas tant mon rapport à mes tableaux d'ads ou la courbe de fréquentation de mon Instagram suite à l'émission. Je me souviens de ça et je me souviens aussi beaucoup d'aller sur Twitter et d'avoir des choses du genre des gens qui disent ah mais c'est dégueulasse, c'est glauque et tout, genre des gens vraiment très très peu en phase. Aussi j'y allais fort, je mettais la vidéo et sur les tombes. Il y avait une force symbolique, je pense, assez forte qui était volontaire de ma part. C'était volontaire d'être presque violent symboliquement parce que je voulais vraiment casser ce qui m'avait déplu. Et des gens qui commentaient sous les tweets qui disaient c'est glauque pour dire ben non en fait c'est génial et moi pour mon père, ma mère ou mon grand-père que j'ai perdu tôt, j'adorerais avoir sa voix et tout, soit sa voix au sens figuré, comme pourrait aujourd'hui le fournir Delphine, soit sa voix au sens potentiellement propre avec des messages comme Jennifer et Fred, vous pouvez le faire avec The Life Message, et comme j'ai fait du coup aussi avec Requiem Code. Donc je pense que je me suis retrouvé dans un tourbillon et un peu dépassé par ce que j'avais créé, je pense personnellement par manque de maturité. Et ensuite, c'est un peu ce que je redisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a fallu jongler entre l'espèce de rapport très intime que je commence à avoir avec ces gens, parce que quand tu prends au SAV quelqu'un qui commence à t'expliquer la vie de son défunt mari et pourquoi c'est important pour elle de récupérer sa voix pour que ses enfants, quand ils vont grandir, ils puissent l'entendre. C'est pas du SAV, t'es pas en train de dire oui madame votre abonnement était souscrit, non, en fait t'es obligé, même sur un produit technique, et je pense que vous l'avez vécu aussi, même sur un produit technique et technologique on est obligé de rentrer dans l'intime, tu vois, et potentiellement je m'y attendais pas parce que moi j'étais en mode bah oui j'ai un service, vous uploadez des photos, des vidéos, je vous envoie un QR code, merci, au revoir, tu vois, et je pense que ça m'a beaucoup aidé à grandir ce moment-là, de me rendre compte de la réalité dont j'étais conscient mais que j'avais pas vécu en première main, quoi, derrière ces gens. Et donc effectivement voilà, après ça a été de se balancer entre ce rapport très intime aux gens et bah ouais faut faire des colis, faut envoyer, faut shipper les trucs, faut coder, faut enlever des bugs, faut machin, etc. Et je pense que ça a été une période qui a été personnellement que j'ai vécu comme une espèce de schizophrénie ambiante entre ce que je fournissais comme valeur sociale aux gens, comme valeur personnelle, et presque les vicissitudes de la vie d'entrepreneur, puisque bah, moi c'est mon métier, donc je suis obligé de m'en tirer un salaire, je peux pas, j'ai pas de boulot à côté, donc voilà. Puis bon, c'est aussi la phase où on a structuré, on a levé des fonds, on a embauché du monde et tout, mais ça c'est encore un autre sujet et ça sort un peu du scope. Donc ouais, je pense que je retiens de ça, mais en tout cas je considère que quel que soit le futur de tous ces projets, je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans ce rapport-là à l'intimité des gens et dans le funéraire. Je suis désolé, c'est peut-être hyper confus, mais c'est assez. Ça m'a beaucoup touché, c'est assez intime comme truc. Et je pense que c'est le fil conducteur de tout ce que tu as ressenti par rapport à ce que tu imaginais et ce qui s'est réellement passé. Et je trouve que c'est super intéressant que tu l'expliques comme ça. Parce que je me demande, bon, Jennifer et Fred, vous, le service, il est en ligne depuis le mois d'avril, donc c'est quand même assez récent. Mais Delphine, toi, ça fait depuis plusieurs années que ça existe et vous avez eu des manières un peu différentes de communiquer dessus à ce que j'ai cru comprendre. Delphine, tu as essayé le porte-à-porte, etc. Jennifer et Fred, vous êtes plus sur le digital. Moi, la question que je me pose par rapport à vos deux expériences et ce que Lilian vient de raconter, est-ce que par rapport à tout ce qui est utilisateur, les familles qui viennent vous voir et qui sont confrontées à des choses très difficiles et qui viennent vous voir, est-ce que ça a été à peu près la même chose que Lilian en termes de je pensais à ça au début, puis voilà ce qui s'est passé et comment on le prend en compte pour essayer que ce soit, comment dire, pas une expérience douloureuse ni compliquée ni quelque chose de négatif, en fait, que ce soit vraiment que du positif vu par les gens, en fait. Comment vous l'avez ressenti selon vos deux cas? Alors, pour nous personnellement, c'est un petit peu différent parce qu'on arrive un petit peu en amont. C'est-à-dire que nous, en fin de compte, c'est quand même la personne qui décide d'elle-même. C'est pas la démarche inverse où c'est une personne qui est chagrinée et qui va du coup vouloir après regarder. En fait, c'est la personne de son vivant. En fait, c'est une application
Mm. elle va l'utiliser tout au long de sa vie. Donc, Donc, il n'y a pas forcément. donc pour le moment, nous on ressent pas le côté triste des gens ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment le côté, c'est en amont, c'est bien pour tout préparer, pour que ça soit justement le plus facile possible. Donc, on n'a pas du tout le côté tristesse pour le moment Je me permets, Fred, du coup, est-ce que, par rapport au fait où tu interviens, tu as quand même des gens qui sont peut-être en réflexion vis-à-vis de leur propre mortalité, s'ils envisagent ça? Oui. Enfin, c'est un truc que vous devez vivre, du coup, même si c'est pas la tristesse on va dire des restants, des vivants restants, mais c'est, pas sans parler de tristesse, juste, c'est quoi un peu votre rapport à ça, aux gens qui viennent, forcément, vous parlez de leur mort, quoi, quand même. Ah bah disons que quand on se retrouve en réunion avec beaucoup de personnes, donc du coup forcément on fait le déroulement de notre vie à chaque fois. Et quand on arrive sur le fait de discuter de live message, il y a beaucoup de gens, on s'aperçoit autour de nous, qui sont vraiment apeurés de la mort, qui ne se voient pas faire ça. Voilà, bon, on sait très bien que ce ne sera pas entre guillemets des clients sur notre site, mais effectivement, on a beaucoup d'amis ou quoi que ce soit qui sont hypocondriaques. Enfin, tout ça, ou bon, ça fait partie du jeu, mais malheureusement, c'est des personnes, on a beau après expliquer que c'est pour le bon déroulement, pour laisser quand même quelque chose de bien, laisser quand même des choses très importantes. Bon, voilà, il y a certaines personnes qui sont calées, on pourra pas les bouger là-dessus. Mais à côté de ça, on a des gens qui sont mais c'est génial, qui s'inscrivent tout de suite, quoi. On est sur la réunion direct, hop, ils se mettent sur le site, ils font moins une empreinte sur le site pour après ouvrir plus tard. Mais Ok. Et toi, Delphine? Ouais, je réponds aussi un petit peu à la question. Effectivement, on n'est pas exactement du même côté, hein, même si Histoire de vie permet aussi aux vivants de constituer leur biographie de leur vivant. Mais effectivement, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est un produit qui est beaucoup apprécié par les gens qui perdent en être chers. Alors, moi, je suis dans l'accompagnement. Donc, l'expérience de Lilian, je ne l'ai pas vécue du tout. J'accompagne, en fait, j'ai cette image que je dis souvent, parfois ou souvent, que Histoire de vie, c'est un pont entre les vivants et les morts. Et que, en tant que thérapeute du deuil, ce que moi, je transmets et comment j'accompagne la séparation douloureuse, c'est que le corps meurt organiquement, mais le lien ne meurt pas. Et donc, Histoire de vie fait le lien, en fait, fait le pont avec ce lien entre les vivants et les morts. Et je ne vis pas, ou très peu, en tout cas, au départ des contacts que j'ai avec les gens, parce qu'on n'a pas trop parlé du produit lui-même, mais soit les gens écrivent la biographie, constituent la biographie eux-mêmes en autonomie. Donc, ils vont mettre l'identité de la personne avec du texte, photos, vidéos, audio, PDF et témoignages à la fin. Ou alors, ils me laissent la plume et ils veulent que je sois l'écrivain la biographe, en fait, de leur défunt. Donc, parfois, j'ai pas contact avec eux parce que le produit a été vendu par une pompe funèbre, par exemple, ou alors ils l'ont acheté en B2C directement sur mon site et ils se débrouillent, ils arrivent très bien à se débrouiller avec cet outil qui est très intuitif et facile à utiliser. Ou alors, moi, je les ai parce que quand c'est moi qui écris la biographie, on le fait sur entretien, soit en présentiel, en visio, au téléphone. J'ai même écrit une biographie un jour à partir d'échanges par mail. Donc, tout est possible. Alors, évidemment, j'ai eu deux clientes cet été, une qui a été plutôt en autonomie et l'autre famille m'a demandé d'écrire. Je vis des remontées émotionnelles, bien sûr, à certains moments. Et là, en fait, ma posture de thérapeute du deuil me sert beaucoup parce que je sais gérer les remontées émotionnelles. Et du coup, on est dans l'accompagnement parfois technique parce que mon autre cliente qui était plutôt en autonomie mais qui voulait mettre des vidéos en format MP3, donc il fallait les transformer en MP4. Et là, merci mon agence de com parce que moi, je suis pas technicienne comme toi, Lilian. Donc, je dirais en fait que en étant dans l'accompagnement, j'ai pas de difficulté en fait avec des personnes en face de moi qui ont perdu, vous voyez, une cliente cet été avait perdu son fils de 23 ans, qui s'est donné la mort. Enfin, on est face à des personnes qui vivent un événement, une épreuve de vie
qu'il faut pouvoir gérer, en fait, avec eux. À la fois, c'est présomptueux de dire ça, parce que c'est eux qui gèrent, c'est eux qui font le job, mais pouvoir être accompagné sur ce chemin-là par quelqu'un qui a une expertise de l'accompagnement du deuil et qui n'est pas que technicien, je pense que ça change la donne. Et du coup, les retours que j'ai de mes clientes, familles, etc., et pompes funèbres aussi, c'est que on est vraiment sur un outil qui accompagne et qui apaise un tant soit peu la séparation, justement en faisant ce pont entre les morts et les vivants et en maintenant concrètement le lien qui en fait ne meurt pas. Mais ça fait partie de la difficulté de la séparation, c'est de penser que tout s'arrête, que la mort arrête tout. Non, la mort arrête la vie organiquement. Mais le lien, l'amour, ne meurt pas. Ok, super intéressant. Écoutez, là, ça y est, on arrive à la fin, en fait, de cette petite émission podcast, si je puis dire. Merci à tous pour votre participation, vos points de vue, vos différentes expériences. C'était extrêmement riche. J'espère que vous avez autant apprécié que moi, en tout cas, parce que j'ai appris beaucoup sur vous tous, sachant que moi, je connais très bien Lilian parce que il me pratique, entre guillemets, depuis 1 an quotidiennement. Alors, ça veut dire que je suis son employeur pour toute interprétation chelou. Oui, voilà. Voilà. Il y a la chance de travailler ensemble depuis 1 an ensemble, donc voilà. Mais pour Delphine, Jennifer et Fred, je ne vous connaissais pas vraiment avant. Et en tout cas, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas à reposter, etc. pour un petit peu promouvoir le funéraire à travers vous, parce que même si, comme tu le disais Delphine, le funéraire n'a pas besoin de nous, je pense quand même qu'on est quand même des acteurs qui permettent de sortir du funéraire, que juste le funéraire c'est que les pompes funèbres. On est quand même des services qui permettent un certain confort et un réconfort pour les gens, pour les vivants au final. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci à vous, très bonne journée. Et bonne journée. Continuation. Au Merci, revoir. c'était top. Salut. Salut. Ciao.